On sait maintenant, grâce à la dernière vidéo, comment Google arrive sur un site et qu'est-ce qu'il y a besoin de mettre en place pour faciliter son passage. Il s'agit maintenant d'essayer de comprendre comment il arrive à lire un contenu. On va essayer donc de détailler un petit peu les étapes à faire pour qu'il puisse bien comprendre un contenu, et on va revenir un petit peu sur comment ça fonctionne un moteur de recherche, parce que ça va nous aider à savoir comment Google lit un peu tous nos contenus. C'est parti pour le 3e épisode de SEO Kezako. Les pages de contenu que vous retrouvez sur le web peuvent vous donner différentes informations. Ces informations-là, vous pouvez les retrouver sous format vidéo, sous format image, sous format son, sous format textuel. Alors lorsque Google arrive sur une page, il a besoin de savoir tout de suite de quoi va parler cette page. Il a besoin d'en connaître directement la thématique. Pour ce faire, vous allez lui donner déjà deux informations. Deux informations qui vont se retrouver dans l'entête de la page. Ces informations se prénomment le title et la métadescription. Le title, c'est le titre de votre page. Forcément, votre page a une thématique, elle parle de quelque chose d'important, à vous de le résumer en une dizaine de mots pour faire un titre de page. Le titre s'accompagne d'une description. Une description est forcément un petit peu plus étoffée que le titre, mais elle donne des informations supplémentaires. Lorsque Google arrive donc sur une page, il lit le titre, il lit la description, et il va donc indexer déjà ces deux éléments-là. Ces deux éléments, vous ne le retrouvez pas sur la page de contenu web. Par contre, lorsque Google vous propose ces résultats, dans sa page de résultats de recherche, c'est ici que se retrouvent le titre et la description. C'est ce qui va vous inciter à cliquer sur une page. Plus le titre est bien rédigé et plus la description donne envie, plus vous avez de chances de cliquer sur le lien. Maintenant que Google sait de quoi va parler votre page, qu'il a déjà un premier titre et une première description, il est temps pour lui de s'attaquer au contenu de cette page. Ce contenu, il peut également être divisé en plusieurs sous-titres. Donc vous vous rappelez, on a dit qu'une page avait un titre principal, mais le contenu que vous proposez peut lui aussi être divisé en sous-titres. Ces sous-titres, c'est ce que l'on appelle la structure HN. HN représente en fait différents niveaux de sous-titres. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver un H1, un H2, un H3, etc. jusqu'à 6 à peu près, H6 je crois le maximum. Tout ça pour donner des importances de sous-titres. Un article de blog, par exemple, aura un grand sous-titre, que l'on va appeler le H1. Le H1 est visible sur le contenu de la page, Google va le lire également et lui accorder une certaine importance. La plupart du temps, le H1, c'est le gros titre que vous allez retrouver sur un article, par exemple. Votre contenu, après, peut se diviser en plusieurs autres sous-titres. C'est ce que l'on va appeler des H2. Vous pourrez ajouter encore d'autres sous-titres, un peu moins importants, les H3. Etc., etc. Pour bien se représenter le truc un petit peu, je vais vous ramener peut-être à vos années lycée, lorsque vous avez passé le bac de français. Vous vous souvenez que lorsque vous faisiez une dissertation ou un commentaire de texte, on vous disait de bien structurer votre commentaire avec différents titres et sous-titres. Avec un grand 1, petit 1, grand 1, petit 2, etc. Et la structure HN, c'est exactement la même chose. Vous avez un H1 pour le titre principal, un H2 pour le premier sous-titre, un H3 pour le deuxième sous-titre, etc. Vous donnez en fait une hiérarchie de sous-titres. En découpant bien votre contenu comme ça, en plaçant les mots-clés aux bons endroits, Google va avoir une plus grande facilité de lecture. Cette facilité de lecture, elle se traduit par un contenu qui est découpé logiquement, de manière cohérente, et avec une bonne hiérarchisation de l'information. Maintenant qu'on a facilité la lecture du contenu pour Google, il s'agit de se poser la question suivante. Google, c'est un robot. C'est des lignes de code, quoi. Bon, c'est un robot, quoi. Et pourtant, il arrive à lire le contenu, à le comprendre, comme un humain. Comment c'est possible? Comment il fait ça? Pour essayer de mieux comprendre ça, rien de mieux qu'une petite leçon d'histoire. Les ancêtres des moteurs de recherche sont les bibliothèques. Elles proposent en effet une liste de livres référencés selon certains critères. Remontons donc dans les années 1945. Un certain Van Warbush introduit les ordinateurs dans les bibliothèques. Petit aparté, Van Warbush, c'est un mec qui a écrit un article qui s'appelait As We May Think, et dedans, il a prédit le World Wide Web, il a prédit les liens hypertextes, il a prédit les moteurs de recherche. Le mec est fort. Les ordinateurs dans les bibliothèques,
Pourquoi ? Pour faciliter la recherche d'informations. L'ordinateur possède dans sa mémoire la liste des livres de la bibliothèque et il associe à chaque livre des mots-clés. On commence donc à voir apparaître pour la première fois la notion de mot-clé. Un mot-clé, c'est une expression, un ensemble d'expressions qui définit le mieux un élément. Dans notre exemple, un livre. Les ordinateurs ont donc dans leur index tous les livres de la bibliothèque et associé à chaque livre un certain nombre de mots-clés. On a déjà fait un pas assez important de ce qu'on appelle la recherche documentaire ou la recherche d'information, ou encore la RI. Maintenant, il s'agit d'aller encore plus loin. Il faut que les machines fassent tout le travail jusqu'au bout. L'idée, c'est donc que lorsqu'on pose une question à une machine, lorsqu'on cherche un livre en particulier, il faut qu'elle puisse analyser la question, interpréter la question, analyser l'index et proposer une réponse. Est-ce que ça vous rappelle pas quelqu'un tout ça ? Google utilise les mêmes techniques que la recherche d'informations. Il se concentre tout simplement sur les mots-clés pour pouvoir classer les pages dans son index et pouvoir en dégager des thématiques. Google et la recherche d'informations utilisent plusieurs approches pour justement comprendre des mots-clés et les placer dans un contexte. Ils utilisent par exemple le modèle vectoriel. Le modèle vectoriel, c'est une approche qui permet de placer donc sur un plan une question et une réponse et essayer d'en dégager en fait un rapprochement. On doit cette approche à un certain Gérard Salton. Et Gérard Salton, plus connu pour son cosinus de Salton, j'en parle dans cet article. Google et la recherche d'informations vont également utiliser le modèle probabiliste, c'est-à-dire qu'ils vont se concentrer sur la fréquence d'apparition d'un mot et sa possibilité d'apparition pour en dégager en fait une thématique ou un contexte. Alors, pour plus de détails, j'en parle aussi dans ma vidéo sur les n-grammes. La recherche d'informations et Google utilisent aussi également les probabilités pour plus ou moins essayer de savoir si une réponse est pertinente par rapport à une question. C'est-à-dire qu'en lisant un contenu, en comprenant son contexte, est-ce qu'il a potentiellement des chances de répondre à une certaine question ? Récapitulons un petit peu tout ça. Google découle directement de la recherche d'informations. La recherche d'informations, c'est ce qui consiste en quelque sorte à analyser, fouiller un texte grâce à des procédés mathématiques, que ce soit le modèle vectoriel pour rapprocher une question par rapport à une réponse, ou le modèle probabiliste pour deviner un petit peu un contexte. Pour bien comprendre un contenu, Google a besoin qu'on lui présente donc quelque chose de structuré, avec un titre, une description et des sous-titres, et il a besoin des techniques de la recherche d'informations pour pouvoir analyser les mots-clés du contenu, pour pouvoir comprendre le contenu, l'indexer et pouvoir ensuite le proposer en réponse aux internautes. Alors on peut aussi en déduire que s'il n'y avait pas eu de bibliothèque, il n'y aurait pas eu Google. C'est dingue quand même, non ? Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Ça n'a pas été super facile de tourner cette vidéo là, j'ai mis un peu de temps avant de m'y mettre, mais j'espère que le rendu vous plaît quand même. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à en parler autour de vous, bref, la chanson habituelle. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine fois, et surtout, portez-vous bien, salut les SEO. For the Helix, with my Pokemon, we'll maintain the anarchy. For the Helix,